toutes et à tous. Normalement, nous sommes tous là. Bonjour. Donc, on a la chance d'ouvrir la première table ronde d'une longue série sur l'ensemble des journées Green Tech, avec le thème que l'on a choisi d'aborder, achat public, start-up, collectivité, un dilemme gagnant pour verdir les territoires. Alors, je me présente rapidement, Stéphane Conti. Je suis normalement responsable du pôle PME Sourcing Innovation à la direction des achats de l'État. Mais là, j'interviens simplement en modérateur, animateur de cette table ronde. Donc, je ne représenterai pas l'État lors de ces échanges. On a la chance d'avoir pour l'instant deux speakers avec nous. Madame Hélène Routier, que je vais vous laisser présenter, Monsieur Moustapha Elouadjidi, Monsieur François Vaud de le CEO de la startup Lumine In doit nous rejoindre. Il y a quelques difficultés de connexion. Donc je vais passer la parole à nos speakers. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat, donc n'hésitez pas. Si vous voulez poser une question à quelqu'un en particulier, indiquez la personne à qui vous posez la question. Sinon, on les traitera soit au fil de l'eau, soit à la fin de cette heure qui nous reste. Et je passe la parole à Madame Routier. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Hélène Routier, je travaille chez Paris & Co. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris & Co, et il y en a sûrement, Paris & Co, c'est l'agence d'innovation et de développement économique de Paris et de la métropole, qui a donc une mission historique de pouvoir accompagner le territoire parisien dans l'accueil et l'intégration d'entreprises et avec une activité centrée principalement sur l'incubation, permet à des entreprises de se structurer et de grandir, puis de décoller à terme. On intervient sur un certain nombre de thématiques qui vont du sport à l'alimentation en passant par les finances. Et moi, plus particulièrement, je travaille sur la plateforme d'innovation qui concerne la ville durable, qui s'appelle l'Urban Lab. Et donc, à l'Urban Lab, on concentre finalement les métiers qui aident les entreprises et les porteurs de projets qui ont des solutions innovantes pour la ville de demain. Et donc, moi, je travaille sur un programme spécifique d'expérimentation urbaine. Ça fait 10 ans maintenant que Paris & Co et l'Urban Lab font de l'expérimentation urbaine. Et donc, notre métier, c'est d'accompagner des porteurs de projets à tester leurs solutions en conditions réelles dans Paris, dans 2 quartiers d'innovation urbaine, un qui se trouve dans le 18e et un qui se trouve dans le 13e. Et voilà, l'objectif, c'est de tester des solutions avant qu'elles soient commercialisées pendant plusieurs mois, voilà, avant qu'on puisse les aider à changer d'échelle. Merci, je pense qu'on reviendra. On passera pas mal de temps à voir effectivement comment vous vous organisez et quelle est la manière dont vous structurez le lien entre des startups en phase d'incubation, c'est-à-dire encore au stade de l'idée et où les gens se et du coup, la collectivité de Paris. Nous allons passer la parole à Monsieur Moustapha Elouadjidi pour se présenter. Bonjour, Moustapha Elouadjidi, donc je suis directeur adjoint des achats à Bordeaux Métropole et je suis en charge plus particulièrement du pilotage de promotion des achats responsables pour la ville de Bordeaux et la métropole de Bordeaux, puisqu'on est 2 entités, 2 pouvoirs adjudicateurs différents. Donc, on a 2 spazeurs qu'on doit piloter. C'est ces 2 spazeurs donc c'est un document en fait obligatoire pour les collectivités et les acheteurs publics qui réalisent plus de 100 millions d'euros d'achats. Et à l'intérieur de ce spazer, de ces schémas de promotion, nous avons 6 axes, dont un essentiel qui a trait à l'innovation et au développement de l'achat innovant. Donc, c'est un des objectifs forts de notre spazer qui est porté par les élus, surtout dans la nouvelle mandature. Donc, nous avions déjà un spazer en 2016. Celui-là a été revu suite aux élections. Nous avons donc une nouvelle mandature qui est très engagée sur le développement durable et qui a voulu aussi mettre l'accent sur l'innovation, notamment dans le domaine du développement durable et aussi pour aller chercher des startups, des entreprises locales ou pas, dans le domaine des achats responsables innovants.
la différence entre le premier spazer et le deuxième, c'est la gouvernance. Nos élus ont souhaité intégrer en fait des organismes partenaires dans la gouvernance du spazer. On a intégré dans notre gouvernance la French Tech Bordeaux, qui nous permet donc de toucher un panel de près de 1000 entreprises en Nouvelle-Aquitaine et sur les territoires de Bordeaux et de la métropole, directement des startups, des entreprises voilà, qui sont dans l'innovation, en proximité, et on met en œuvre des actions avec elles, des webinaires, pour les aider à accéder à notre commande publique. Donc, ça va être des webinaires qui portent sur le décryptage de nos cahiers des charges, comment accéder à la commande publique, comment lire nos cahiers des charges, comment faire de la veille sur notre profil acheteur, mais aussi du B2B. On a organisé plusieurs B2B avec des entreprises qui ont été sélectionnées par nos partenaires, par la French Tech, et qui nous présentent des entreprises assez innovantes et des startups. Alors, parfois, on peut travailler avec elles sur un achat innovant, parfois pas, mais on leur permet aussi de leur ouvrir notre commande publique et on leur présente annuellement notre plan achat pour la ville et la métropole. Voilà un peu les liens qu'on a mis sur la relation entre un partenaire qui est la French Tech et Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux pour développer justement cette innovation verte. D'accord. Voilà. J'illustrerai ça par quelques exemples par la suite, dans la suite de la table ronde en fait. Hein. Exactement, merci beaucoup. Juste au moment où on allait passer votre micro, Monsieur François Vautre, vous nous avez rejoint, donc c'est parfait. Je vous laisse vous présenter et ensuite on continuera notre échange. Oui, bonjour, François Vautre, donc le cofondateur de la société Lumi. Nous sommes historiquement connus pour faire de l'éclairage public solaire. Et puisque nous sommes une start-up innovante, membre de la Green Tech à l'époque verte de l'innovation depuis 2016, nous avons dupliqué notre technologie à la vidéoprotection. Et notre technologie d'éclairage public, on pourra développer tout à l'heure, on a développé une technologie pour permettre le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques depuis les candélabres sur la chaussée, à savoir dans les ans à venir, le parc automobile français de 40 millions d'automobiles bascule en véhicules électriques. Il y aura plus de 10 millions, 13 millions de véhicules qui n'auront pas d'accès, soit dans une entreprise, soit dans un parking privé, à la recharge. Donc, on est dans une démarche citoyenne, on est au ministère de la Transition écologique. On est dans une démarche citoyenne, dans une démarche civique et dans une démarche, je dirais, environnementale pour déployer le plus facilement possible, le moins cher possible, le moins impactant possible sur la société publique. J'ai été étudiant à Bordeaux sur LOALT, donc c'est une ville que j'apprécie et qui est une très belle ville dynamique. Eh bien, on a des solutions pour déployer la recharge de véhicules électriques pour tout le monde. Voilà pour alors, justement, dans l'éclairage public, sur un achat innovant, je ne sais pas si vous connaissez. Ça me parle, mais voilà. Ça me parle. Vous pouvez peut-être développer justement cet aspect. C'était peut-être une expérimentation que. Alors, c'est une expérimentation justement sur de l'éclairage intelligent. Donc, je vous donnerai davantage de détails si vous le souhaitez. C'est assez technique, mais effectivement. D'entreprise, nos collègues des travaux publics, des bâtiments sont toujours en recherche d'innovation. Donc effectivement, votre entreprise pourrait intéresser nos services techniques. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous présente au service opérationnel. On va rester, parce que c'est très bien d'échanger l'économie, mais on va rester quand même sur le thème. Oui. C'est le thème. C'est le thème. Oui, j'ai bien compris. C'est gagnant, un binôme gagnant, c'est marqué sur le titre. Donc, Monsieur Elouadjidi, en fait, justement, je pense que, est-ce que vous pourriez nous expliquer ou rentrer un peu dans le détail de la manière dont une métropole comme Bordeaux, en fait, va s'organiser autour de la French Tech Bordeaux pour cadrer, orienter les thématiques ou les domaines sur lesquels vous avez une appétence particulière et pour lesquels vous allez chercher des solutions à expérimenter ou pas. Alors nous, on travaille sur la base de notre nomenclature. On a une nomenclature qui est éco-responsable, éco-responsabilisée, c'est-à-dire qu'on a des familles d'achat identifiées
comme pouvant être un levier pour le développement durable. Donc, on va travailler avec les services opérationnels et souvent, ils vont peut-être être démarchés pour des solutions innovantes et on va voir, nous, juridiquement, comment on peut cadrer ça, par exemple, sur la base du décret de Noël du 24 décembre 2018, pour essayer de voir si la solution est vraiment innovante par l'intermédiaire du faisceau d'indices, où on pouvoir, en fonction des questions posées dans le cadre du faisceau d'indices, on va pouvoir qualifier l'achat d'innovant ou pas. Donc c'est comme ça qu'on a pu développer plusieurs achats innovants, notamment l'expérimentation d'une végétalisation innovante, avec introduction de semences issues du milieu naturel local, afin notamment de renforcer les continuités écologiques. C'était pour nos collègues des espaces verts. Donc voilà, on a pu développer une semence d'origine végétale locale, pour maintenir cette continuité écologique grâce à un achat innovant qu'on a réalisé. On a un autre exemple, le développement d'un système de stockage intelligent qui permet d'assurer un mix énergétique 100% énergie renouvelable. Donc c'est un process, ça c'est pour nos collègues des bâtiments notamment. On a aussi développé, actuellement on travaille sur un projet avec un laboratoire de l'Université de Bordeaux, Canoë, sur le développement d'un masque biodégradable et biosourcé, issu de l'agriculteur non alimentaire. Donc là, effectivement, lors de la crise des masques, s'est posé la question, en fait, de la fin de vie de ces masques et de ces masques qui jonchaient, en fait, toutes les rues des métropoles et de nos villes. Donc on s'est dit, il y a peut-être une solution, faire une recherche sur un masque qui serait plutôt biodégradable et biosourcé, issus de notre territoire. Donc, on a développé un achat innovant avec un laboratoire. On est en phase 2 de recherche et développement et on a bon espoir, puisqu'on a des résultats encourageants, d'élaborer un prototype dans ce domaine-là. On est en train de faire aussi l'étude du coût économique pour voir aussi la viabilité de ce masque. On a visé un masque qui pourrait être 2R, c'est-à-dire qui pourrait être à terme commercialisé pour les hôpitaux, même si l'obligation du port du masque par le citoyen s'arrête un jour. On pourra toujours utiliser en fait ce développement d'un masque, de ce prototype, industrialiser ce prototype et pouvoir le commercialiser auprès des hôpitaux. Voilà. Donc, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, la métropole est friande d'expérimentation sur des solutions innovantes, voilà, dans le cadre, on va dire, de l'accélération de la transition énergétique au global, ou en tout cas dans le verdissement du territoire. Alors, il faut savoir que Bordeaux Métropole a la médaille d'or du recours au décret d'expérimentation, le fameux décret de Noël, pour lequel on pourra peut-être revenir quelques instants. Madame Routier, vous qui êtes donc à Urban Lab, vous êtes porteur d'expérimentation, en tout cas de promoteur d'expérimentation sur le territoire parisien, dans la métropole de Paris ou la ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous organisez pour peut-être motiver les acheteurs à se lancer dans l'expérimentation et comment vous accompagnez les startups dans cette montée en puissance à travers une expérimentation qui parfois réussit, mais parfois réussit moins bien. Exactement. Effectivement, nous, notre métier, c'est de finalement faire dialoguer des porteurs de projets qu'on sélectionne une fois par an via des appels à expérimenter. Et l'écosystème de la fabrique urbaine avec qui on travaille. Et en fait, partenaire de la démarche, on est entouré de 15 partenaires qui représentent finalement un panel de la fabrique urbaine assez riche, assez complet. On a des partenaires privés et des partenaires publics. Ça va aller effectivement la ville de Paris avec qui on travaille en lien très étroit puisque on se parle d'expérimentation, donc on se parle parfois de déploiement dans l'espace privé, parfois de déploiement, je sais pas, d'une application ou d'un service, et parfois on se parle de déploiement dans l'espace public. Et donc d'un accès qui est assez réglementé et finalement qui passe par un certain nombre d'échanges et de dialogues avec la ville de Paris. Et voilà, la ville de Paris nous soutient énormément dans le déploiement de ces expérimentations. Mais on a également dans ce panel d'acteurs un certain nombre d'intervenants dans la fabrique de la ville. On va avoir des promoteurs, des aménageurs, des bailleurs sociaux. On va avoir les délégataires à l'éclairage public, par exemple. On va avoir des opérateurs de transport. On va avoir des grands comptes comme l'ADEME ou la Banque des Territoires. Je ne les cite pas tous, mais en tout cas, on travaille avec ces 15 partenaires au quotidien.
Et donc, effectivement, on se rend compte que cet outil d'expérimentation qui est de plus en plus utilisé est un outil fort d'action publique, puisque l'idée, c'est véritablement de donner accès à des porteurs de projets. Nous, on les accompagne pendant 18 mois, un accompagnement qui est gratuit, à trouver un terrain, à tester leurs solutions. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir dire, comme vous le disiez Stéphane, si ça fonctionne, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qu'il faut retenir pour le répliquer. Si ça ne fonctionne pas et qu'on se dit, finalement, au bout des 18 mois d'accompagnement, il faut, voilà, on retire la solution, parce que le principe de l'expérimentation, c'est aussi qu'elle soit réversible. Donc, on enlève la solution, mais par contre, on apprend de nos erreurs et voilà, on s'inspire des freins et des obstacles qu'on a pu rencontrer pour les dépasser, aller plus loin. Et effectivement, ça permet à la fois de sourcer nos partenaires, qu'ils soient privés ou publics, et dans ces cas-là, là en l'occurrence, permet de sourcer la ville de Paris avec des solutions qui correspondent à leurs besoins, ou qui peuvent correspondre à leurs besoins, qui ont fait leurs preuves, et donc, voilà, on sait comment ça fonctionne, on sait à quoi il faut faire attention, et voilà, ça leur permet aussi de tester sans forcément directement passer justement par un marché public. Et effectivement, ça leur permet une preuve de concept intéressante sur laquelle repartir, à la fois quand ils écrivent les marchés publics et à la fois, comme le disait Moustapha, quand on passe par des achats publics innovants. C'est effectivement un vrai levier qu'on les incite complètement à utiliser et qui finalement n'est pas utilisé dans toutes les collectivités de la même manière ou aussi souvent. Et effectivement, nous, avec la ville de Paris, en l'occurrence, puisqu'on travaille sur le territoire parisien, on va vraiment avoir ce rôle en interne de faire se parler les différentes directions. Ça nous semble très important. On a plusieurs projets qui sont parfois des gros projets qui font intervenir plusieurs directions différentes, que ce soit la direction de l'innovation, je ne sais pas, la direction de la voirie et des déplacements, mais aussi la direction des espaces verts, par exemple. Et effectivement, c'est très important que ces personnes se parlent, ces directions se parlent, et nous, on intervient comme un intermédiaire, en interface, pour justement mobiliser ces personnes autour de ces projets innovants. Et effectivement, de pouvoir mobiliser autour, en mode projet, différentes directions. Et ce qui nous semble important, comme vous le disiez, Moustapha, c'est effectivement d'avoir cet appui ou en tout cas cette transversalité avec des directions achats et juridiques qui sont aussi mobilisées dans ces cas-là. Parce que c'est important que les différentes directions aient connaissance des modalités qui existent, parce que finalement, c'est parfois de la méconnaissance. La méconnaissance, tout à fait. Et on n'est pas, voilà, tout le monde n'est pas toujours au courant des possibilités. Et puis, c'est les accompagner effectivement à utiliser, à mettre en œuvre ces différentes modalités. Il y en a plusieurs. Il y a effectivement le décret achat innovant, mais on pourrait en citer d'autres. Voilà, le partenariat innovation, par exemple. Partenariat d'innovation, effectivement. On reviendra sur ces sujets. Je vais donner la parole à Monsieur Vogt, mais on reviendra sur l'importance justement de la communication et de l'échange pour que chacun se comprenne bien et s'adopte, on va dire. Monsieur Vogt, vous qui êtes votre startup a très certainement une grande part dans son business plan. Les collectivités ont très certainement une grande part dans votre business plan. Comment vous êtes organisé dans vos premiers pas vers la collectivité? Quels ont été un peu les écueils ou les sujets ou la manière dont vous êtes structuré pour obtenir votre premier grand beau contrat? Alors, pour répondre à votre question, déjà, je reviens au thème du débat de ce matin. C'est start-up et collectivité. L'objectif d'une entreprise, c'est pas de rester une start-up éternellement. L'objectif d'une start-up, c'est de devenir une PME, puis une TI, et après devenir un acteur de la métropole de Bordeaux, de Toulouse et consorts. Là où l'achat public peut être important et là où l'UMIN est un petit peu au milieu du gué aujourd'hui, et je remercie l'équipe de la Green Tech de m'avoir invité parce que je pense qu'on est au cœur du sujet, c'est que l'État français, la puissance économique française repose de manière historique, quasiment depuis Colbert, sur l'État. Je crois que 60% du PIB dépend de manière directe ou indirecte de l'État. Nous sommes créés depuis 2015, on est labellisé Green Tech depuis 2016, donc nous sommes plus tout à fait une start-up.
Nous sommes une PME en devenir. Et aujourd'hui, on a eu des aides, on a eu des accompagnements. La semaine dernière, on était sur le stand de la Green Tech à Polytech, qui était un des plus gros salons internationaux à Lyon. Donc là, la force publique joue son œuvre. Tant qu'on est start-up, finalement, small is beautiful. Mais la finalité, c'est pas d'avoir des start-up. La finalité, c'est d'avoir, comme en Allemagne, des grosses PME qui tirent l'économie. Et c'est là que je pense, et d'où l'intérêt de cette table ronde. On va pas faire un décret à l'issue de cette table ronde, mais je vous avais fait part, Monsieur Conti, de quelques suggestions. Je vous donne un exemple très précis. Donc, on a 5 ans d'expérience, on va tendre vers le million de chiffre d'affaires. Vous voyez, on fait pas, on part pas d'une coquille blanche. On a une belle expertise de la chose publique et je peux vous dire, j'ai un ingénieur des mines qui a découvert ce qu'était le millefeuille de la structuration de l'administration des collectivités locales en France. Alors, ça peut être un frein pour des gens qui ne connaissent pas. Quand vous maîtrisez le système, c'est une force. Et Lumine, je pense, en toute modestie, nous maîtrisons ce millefeuille français qui est complexe, mais on le maîtrise. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas le citer, mais il y a une centrale d'achat de l'État qui lance des appels d'offres pendant 2 ans. S'il y a un appel d'offres qui a été lancé il y a 2 ans, au moment où moi je vais lancer une technologie, pendant 2 ans, je n'ai pas accès à ce marché. Je vous donne un exemple. Je vais aller dans 15 jours au Salon des maires et donc je vous invite tous les 3 ainsi que tous les auditeurs à venir sur notre stand au Salon des maires. Une partie des gens qui viendront sur mon stand me dira on ne pourra pas venir vous acheter, on vous aime bien, votre techno elle est sympa, vous êtes à un bon prix, mais on va plutôt passer par le central d'achat où vous n'êtes pas référencé. Moi, la suggestion que je fais, vous voyez, je fais l'appel du 20 octobre, c'est que tous les labellisés de la Green Tech, nous sommes une centaine aujourd'hui, puissent avoir un accès privilégié aux différentes centrales de la force publique. Quand il y a des appels d'offres, le fait d'être labellisé Green Tech, le fait d'être labellisé ADEME, INPI Talent, etc., nous les avons tous, hein, ce label. Nous donner des points pour à la victoire de l'appel d'offres. Donc, on ne demande pas de subvention, on ne demande pas de subvention, on demande finalement une facilité. On a perdu votre son. Donc, c'était vraiment, si j'avais un seul message à cela, c'est les PME en devenir, à monter en puissance, n'ont pas besoin de subventions, elles ont besoin d'un accès favorisé, facilité à l'achat public, tout simplement. J'avais pas imaginé qu'on allait réécrire le code de la commande publique ce matin, donc. Eh bien, soyons souples. Mais... Soyons souples. Je crois que le président Macron a dit qu'il fallait une start-up nation. Eh bien, une start-up, eh bien, il faut avoir cette souplesse. L'achat innovant est excellent, pas assez connu. Eh bien, là, il va y avoir sur le secteur du bâtiment, je crois que les appels d'offres vont monter à 100 000 euros. Donc, finalement, l'achat innovant à 100 000 euros n'a plus de valeur ajoutée. Je vous suggère, ça peut être fait assez rapidement, de passer le plafond de 100 000 euros pour les achats innovants à 150 000, voire à plus. C'est ce qui ressort un peu du rapport là sur les achats innovants. La demande en fait des acheteurs publics, notamment de ceux du ministère de la Défense, c'est de remonter ce seuil en fait. Bien sûr. L'achat public trouve que le seuil de 100 000 euros est faible au regard des enjeux et qu'il pourrait être remonté. Donc c'est ce qui ressort en substance du rapport. Donc peut-être qu'il sera relevé, je n'en sais rien, mais voilà. Bon, je voudrais juste quand même revenir, si vous voulez bien, Monsieur Vaught, sur la question, parce qu'en fait, autour de cette table ronde, on a des startups et donc pas une PME comme vous, en fait, qui souhaiteraient se lancer dans la commande publique et aller taper à la porte des collectivités pour justement les aider à verdir leur territoire. Quels seraient quand même les quelques conseils que vous pourriez leur prodiguer, vu que vous avez une belle expérience? Et c'est vrai que la communauté de la Green Tech est géniale parce que nous, on a été aidés et on essaye, dans la mesure du possible, d'aider au maximum. Le conseil que je pourrais donner, c'est d'être patient. C'est que lorsque vous avez affaire à la commande publique,
les cycles sont relativement longs. Et au plus la métropole est grande, au plus la chaîne de décision peut être longue. Donc, il y a tous les conseils, être patient, comprendre le fonctionnement, répondre aux attentes. Et en fait, quelque part, notre solution initiale, c'était l'éclairage public solaire autonome. On implique les compétences d'autonomie pour la vidéoprotection. Donc, nous apportons par une captation de l'énergie solaire, le stockage en batterie et la restitution en énergie. On a dupliqué notre technologie destinée initialement à l'éclairage public. Aujourd'hui, on peut mettre au milieu de la place de la Concorde, alors le choix n'est pas au milieu du bois de Boulogne, s'il n'y a pas d'électricité au milieu du bois de Boulogne, on peut mettre de la vidéoprotection. Très concret, Moustapha, s'il y a des zones de nuisances sonores dans un coin de Bordeaux, s'il y a des zones de deal, appelons un chat un chat, mes caméras ne vont pas régler le problème, mais il peut momentanément régler le problème dans un quartier où les gens n'en peuvent plus, de respiration. Voilà. Et pareil, on a vu qu'il y avait une lampe de fond dans les bornes de Rocha. On avait une technologie qui pouvait nous faire presque un pivot et aller et répondre à des besoins sur la bande de Rocha. C'est pour ça qu'on est allé sur ce marché-là. Si j'avais un seul conseil à donner à nos amis start-upers, c'est ne restez pas enfermés dans votre couloir si vous avez une technologie. C'est profiter de votre techno pour avoir des rendez-vous, être à l'écoute de vos interlocuteurs. Peut-être que votre technologie va pouvoir répondre à un besoin qui était peut-être pas forcément celui que vous vouliez régler lorsque vous avez rentré dans le rendez-vous, lorsque vous avez passé le seuil de la porte de votre interlocuteur. Il faut avoir une certaine forme de souplesse et d'être à l'écoute de vos interlocuteurs. Et comme nous, ça va prendre la parole. Je suis. Alors, pour compléter ce que dit Monsieur Vogt, nous, effectivement, on encourage les entreprises à solliciter, parce que nous, on a des B2B régulièrement à la French Tech, mais on dit aussi aux entreprises, aux PME locales ou pas locales, de venir se présenter au service opérationnel. Je vais vous donner un exemple concret. Nous, effectivement, on travaille avec cette fameuse centrale d'achat qui s'appelle l'UGAP, qui est une grosse centrale d'achat. On a une convention avec elle. Et un jour, une entreprise locale est venue, elle développait une technologie de recharge batterie rapide, et elle nous proposait de lui acheter son système. Nous, on a utilisé nos relations, nos bonnes relations pour être un intermédiaire entre nous, l'UGAP et cette entreprise. On lui a dit plutôt que nous, acheteurs publics, Bordeaux Métropole, vous achetions quelques batteries, il vaut mieux qu'on vous référence au sein de la centrale d'achat UGAP, et là, vous allez toucher tous les acheteurs nationaux. Donc, cette entreprise qui, au départ, était venue nous voir pour nous proposer son produit à l'échelle locale, bah, le fait de la présenter à l'UGAP, notre partenaire, lui a permis en fait d'être référencé et de vendre son produit sur un périmètre beaucoup plus large et de toucher davantage d'acheteurs. Donc voilà un exemple aussi comment on peut utiliser au fait une centrale d'achat pour faire accès à la commande publique le plus grand nombre en fait. Monsieur Conti, peut-être juste pour rebondir en 30 secondes. Par rapport à ce que vient de dire Monsieur El Wajdi, s'il pouvait y avoir une passerelle entre la Green Tech Innovation et l'UGAP, je ne suis pas un administratif, je ne suis pas juridique, mais une passerelle juridique, technique entre les labellisés de la Green Tech Innovation, nous sommes une 130, je crois, et l'UGAP, je vous dis pas, le mythe des réussites. Alors nous avons des groupes de travail réguliers avec l'UGAP. D'ailleurs, on les rencontre demain soir. Je peux leur faire cette proposition et après on verra les conditions juridiques. Monsieur El Wajdi, si il y avait une société concurrente à votre société qui est venue chez vous, qui est déjà référencée à l'UGAP, et ce sont en général des référencements qui durent au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus exactement, mais on va dire 2 ans. Et bien pendant 2 ans, même vous localement, si vous voulez passer par l'UGAP, vous ne pourrez pas leur acheter parce qu'ils ne seront pas référencés. Donc, moi, je ne demande pas de subvention. C'est très simple. Une passerelle technique, je ne sais pas. Ça, je laisse aux acteurs des ministères qui sont des professionnels de la chose. Une passerelle entre la Green Tech Innovation et l'UGAP.
Et là, D'accord. Est-ce qu'on pourrait juste revenir, excusez-moi de vous interrompre, je voudrais juste qu'on revienne quand même sur le thème un peu de cette table ronde, parce qu'on n'est pas sur une table ronde pour ou contre l'UGAP, je suis désolé. Je voudrais qu'on essaye de se reconcentrer sur les 25 minutes qui nous restent. Alors les questions ne nous arrivent pas, parce qu'apparemment il y a quelques problèmes techniques avec la plateforme. Donc je voudrais juste revenir, monsieur Elouadjidi, sur, que là du coup vous portez la voix de l'acheteur, quelles sont quand même, parce qu'on va pas se leurrer, les difficultés que l'acheteur peut rencontrer pour aller soit d'un côté essayer de cerner la bonne start-up ou la bonne technologie à mettre en œuvre sur le territoire, et de l'autre côté l'acheteur qui doit aussi aller convaincre l'ensemble de ses services que alors, nous, ce qu'on a développé en interne au niveau du service achat, c'est un cadre de sourcing. C'est-à-dire qu'on encourage nos services opérationnels à faire du sourcing sur toutes les familles d'achats dans lesquelles ils interviennent. En fonction de la définition de leurs besoins, on leur demande de sourcer 3-4 entreprises avant de lancer leur marché, et pour les aider à mieux définir leurs besoins et à connaître les structures du territoire. Donc, on assure aussi le lien, par exemple, avec la French Tech, pour que nos collègues puissent connaître aussi les entreprises qui peuvent répondre à leurs besoins. Donc, cadrage du sourcing, obligation de sourcing avant de lancer leurs appels d'offres. Donc, participation à la définition du besoin grâce au sourcing. Autrefois, il y avait beaucoup de frilosité des services qui ne souhaitaient pas rencontrer les entreprises. C'était ça aussi. C'était la peur du pénal, c'était la peur juridique, la anti-juridique. Aujourd'hui, il y a un encouragement qui est dû aussi à l'évolution du code de la commande publique. Aujourd'hui, nos acheteurs n'ont plus peur puisqu'il y a un cadrage. Nous, on donne des formations en interne au sourcing pour encourager, parce que l'innovation, elle vient de l'entreprise. C'est pas nous, nos services, qui vont spécialement innover. L'innovation, il faut laisser des cahiers des charges ouverts aux variantes, ouverts à l'innovation. Il faut aller utiliser aussi des dispositifs juridiques comme l'expérimentation avec le décret de Noël, que je trouve sous-utilisé aujourd'hui de par les acheteurs publics. Hein. Il y a 232 contrats alors qu'on peut acheter sans mise en concurrence, sans publicité, jusqu'à 100 000 €. On peut déjà faire de belles expérimentations, et je pense que cet outil n'est pas assez utilisé par les acheteurs publics, et c'est dommage. Et juste avant de passer la parole à Hélène, est-ce que vous avez un ou deux domaines de prédilection en ce moment, justement, sur le verdissement du territoire de la métropole, pour lequel on va dire l'ouverture au sourcing est… Oui, nous travaillons aujourd'hui sur notamment tout ce qui concerne la loi AGEC et le recyclé. Nous avons un projet pour travailler sur le recyclage de nos vêtements de travail, pour sortir plutôt un isolant, ou bien refaire des produits recyclés, des vêtements recyclés, pour utiliser en fait cette manne qui normalement va à l'incinération, qui a un coût écologique et financier pour la collectivité. On veut le transformer, et on va certainement faire un achat innovant pour travailler avec une entreprise capable de valoriser ses vêtements de travail pour en faire de l'isolant. Elle maîtrise. On va se lancer là-dessus. Voilà un projet concret, opérationnel, sur lequel on travaille actuellement. Parfait. Donc si autour de cette des auditeurs, on a des propositions de services dans l'économie circulaire. Voilà. Dans le cadre de la loi AGEC, hein, donc je rappelle, c'est anti-gaspillage et économie circulaire, dont les décrets sont apparus, et les décrets sont, on va dire, fort heureusement contraignants. Donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur ce secteur. N'hésitez pas à prendre contact avec les acheteurs de la métropole de Bordeaux. Avec plaisir. Hélène, j'ai deux questions en fait. Une première question tout à l'heure, en fait, c'est sur l'expérimentation. En vous écoutant, je me demandais finalement comment étaient répartis les risques, et notamment le financement de ces expérimentations dans le cadre de Urban Lab. Et l'autre, quels sont finalement un peu les points d'achoppement sur lesquels vous positionnez, vous, en tant qu'intermédiation, pour pouvoir fluidifier les échanges, qui sont pas forcément, qui peuvent être aussi asymétriques parfois. Oui, alors déjà pour répondre à la première question, effectivement notre modèle économique repose sur, ce qui fait vivre la démarche, c'est l'existence et le fait qu'on travaille avec des partenaires qui nous financent
puisqu'ils viennent chercher avec nous justement ce qu'on disait, c'est le fait de rencontrer des porteurs de projets. C'est pas toujours des startups dans notre cas, puisque effectivement on est dans une phase un tout petit peu avant de devenir parfois une startup, donc encore un peu en amont par rapport à l'Unimine. Et donc effectivement nos partenaires ils viennent chercher, ils viennent apprendre à connaître les acteurs, parfois même les signaux faibles de certaines filières. En fait, ils viennent chercher de l'information. Et donc, effectivement, eux nous financent la démarche et nos porteurs de projets, en revanche, qu'on sélectionne, n'ont pas de participation financière pour être accompagnés. C'est-à-dire qu'ils bénéficient de notre accompagnement, de nos prestations, en tout cas, qui consiste en les aider à trouver un terrain, ce qui veut dire trouver les bonnes personnes, soit au sein de la ville, soit au sein des structures de nos partenaires, enfin, en tout cas, de les mettre en contact avec des personnes qualifiées. Donc, tout cet accompagnement qui va aussi passer par de la communication et donc la valorisation de leur travail, de leur expérience, qui va aussi passer par l'évaluation, puisque ça, c'est un point important peut-être à dire, c'est qu'on expérimente, on teste, on a le droit à l'erreur, mais par contre, on évalue et on fait suivre ces expérimentations par des tiers extérieurs qui, à la fin, sont capables de dire et de renseigner, soit les partenaires ou la ville, qui également participent financièrement à cette démarche, enfin, plus globalement à Paris & Co, mais qui participent aussi à cette démarche. Voilà, une évaluation qui permet de crédibiliser, de légitimer ces porteurs de projets qui ont fait une expérience, qui ont fait leur preuve de concept, en fait. Et du coup, en revanche, tout ce qui va être la partie expérimentation en tant que telle, c'est-à-dire si j'ai des travaux à réaliser, si j'ai un prototype à concevoir et à fabriquer pour expérimenter, là, la charge va être sur l'expérimentateur. Nous, Paris & Co étant un incubateur labellisé Ville de Paris, on a la possibilité d'accompagner les porteurs de projets sur une subvention qui s'appelle le Paris Innovation Amorçage, qui est une subvention BPI Ville de Paris, et ce qui permet en fait aux porteurs de projets d'obtenir une petite aide financière dans le cadre de leur expérimentation, qui peut aller jusqu'à 30 000 €. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on insiste aussi sur la partie, on est avant la commercialisation, on est peut-être avant de devenir, d'avoir un projet totalement mature, mais on n'est pas non plus au stade de l'idée, parce que voilà, il faut être capable de financer une partie quand même de son expérimentation, soit par des fonds propres, soit de montrer comment on pourra réussir à financer cette expérimentation, sachant que c'est pas forcément une phase très rémunératrice, si je puis dire, parce que quand on teste et qu'on n'a pas fait encore sa preuve de concept, en général, les gens sont là pour OK, on vous aide, OK, on vous regarde et on attend vos résultats. C'est pas toujours une phase où ils sont prêts à financer complètement les expérimentations. Donc, voilà là-dessus. Sur la question c'était comment on coordonne finalement, comment on fait se parler nos différents interlocuteurs. Exactement. Vous aviez souligné tout à l'heure que de l'importance, tout le monde a souligné d'une manière ou d'une autre, de l'importance de se connaître pour se comprendre et de parler pour se connaître. Oui, effectivement, les porteurs de projets qu'on accompagne ont parfois déjà des attaches ou des partenaires connus, mais effectivement, nous, on intervient en interface, en intermédiaire, et notre rôle, c'est de bien comprendre leurs besoins et en amont, d'avoir pu, avec nos partenaires, avec les différentes directions de la ville, de dire déjà quelles sont vos thématiques d'innovation, vous, Ville de Paris, différentes directions confondues, vous, partenaires privés, quels sont vos intérêts, vos marques d'intérêt sur les projets qui ont candidaté. Et en fonction, nous, on se place en fait à l'interface de ces différentes relations pour faire des mises en contact qualifiées. Et après, on a différentes instances d'échange où soit on fait des rencontres en bilatéral entre les porteurs de projets et les partenaires, soit on a aussi des instances collectives au moment où les porteurs de projets peuvent venir restituer leur expérimentation ou faire des points d'avancement, où là, ils ont l'occasion de parler directement en fait avec les différentes directions de nos partenaires et de la ville. Et puis, on a une instance tout bêtement, parce que
ce qui est intéressant, c'est de se dire, effectivement, les porteurs de projets, les startups peuvent parler à des partenaires et à des professionnels de la fabrique urbaine. En fait, les partenaires entre eux, la ville de Paris, les différentes directions de la ville de Paris peuvent aussi dialoguer entre eux dans des copiles, dans des instances où, en fait, on va se parler et on va collectivement monter en compétences et, en fait, on va collectivement faire des synergies et voir comment on accompagne au mieux ensemble certains projets. Et est-ce que vous avez, en quelques mots, nous exposer un projet qui a super bien fonctionné? Un projet qui a super bien fonctionné. J'ai quelques exemples. J'ai un exemple effectivement d'un projet qui a changé d'échelle en plus, donc c'est intéressant. On a déjà pas mal parlé de lui parce que bon, les belles histoires comme ça, on aime bien en parler. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise qui s'appelle Urban Canopy, qui en fait développe des structures végétales en acier ou en métal. Là, j'ai un petit doute, mais qui effectivement permet de végétaliser des espaces qui peuvent pas accueillir de plantation ou de végétation en pleine terre. Donc effectivement, dans le cadre de leur expérimentation avec nous, ils ont eu accès au parvis de la Bibliothèque nationale de France, qui semble être un espace public, mais en fait, c'est un espace privé. Donc, en fait, ça a été aussi tout un travail d'entrer en contact avec les bonnes personnes et de pouvoir installer ces corolles végétales sur le parvis de la bibliothèque qui aujourd'hui, finalement, sont toujours installées. Ça fait 2 ans, je pense, ou 1 an et demi qu'elles sont installées là. Elles sont toujours en place et depuis, effectivement, la société a bien évolué. Je pense qu'ils ont vendu aux dernières nouvelles quelque chose autour de 70 dispositifs ailleurs, dans d'autres villes françaises et dans d'autres pays. Et voilà, en fait, la solution a fait ses preuves. Il y a je pense qu'il y avait aussi un aspect communicant, puisqu'il y a eu une grosse mise en visibilité qui n'est pas que due à notre action, mais effectivement de cet acteur qui propose des choses. Et notamment, je crois qu'il y a eu accès à des achats publics innovants, pas à Paris, mais ailleurs, je crois qu'ils ont pu rencontrer le cas. Ils ont eu la chance de passer par le décret d'expérimentation. Ils sont aussi dans la Green Tech et je crois, si je ils sont dans la French Tech, les 20 entreprises de la Green Tech qui sont fer de lance de la Green Tech. Bref. Voilà, et lauréat de l'Urban Lab en plus de ça. Une belle histoire. Il nous reste 10 minutes. On n'a pas de questions. Je pense que c'est simplement parce que la plateforme ne fonctionne pas. Je ne pense pas que personne n'a envie de nous poser des questions. Donc, je vous propose chacun de conclure. Bonjour, Stéphane. Véronique Balestrade, de l'Ecolab. Donc, je peux vous relayer les questions. Ah, on a des questions. Parues ? Oui, voilà. Alors, donc, c'est un commentaire, en fait. Alors, il est parfois difficile d'identifier quel est le bon payeur au sein des strates des collectivités, surtout quand on a une solution innovante qui peut couvrir les besoins à plusieurs niveaux, depuis la commune, le PCI jusqu'à la région. Par quel parvenir à initier les expérimentations ? Je me permets de transmettre la question à la métropole de Bordeaux. Okay. Et si on essaye de la traduire, comment une start-up peut trouver le bon guichet ou le bon interlocuteur si elle peut s'adresser à différentes couches territoriales? Alors, effectivement, nous, on incite les acheteurs déjà à se référencer sur les acheteurs. Parce que là, vous allez avoir les achats de toutes les collectivités, la région, la métropole, la ville, et en fonction, bien sûr, de nos compétences, on va acheter tel ou tel produit. Donc déjà, première étape, se référencer sur les profils d'acheteurs. Région, département, commune, métropole, déjà, vous savez qui achète quoi. Ensuite, ne pas hésiter à démarcher les collectivités. Donc, toutes les collectivités sont dotées, pour la plupart, d'un service achat, donc ne pas contacter et à être mis en relation avec les services opérationnels. Parce que nous, service achat, on est facilitateur. On va orienter les entreprises vers les services opérationnels techniques qui, eux, ont le besoin et vont le traduire en marché. Voilà. Donc, déjà, contacter le service achat au marché pour être orienté vers les bonnes personnes et aller à la rencontre des services opérationnels des collectivités.
c'est elles qui aideront les entreprises à voir le bon niveau au niveau du besoin. Voilà, donc ça c'est le conseil que je peux donner. Et si on reprend le conseil que François avait donné tout à l'heure, voilà, être aussi, faire preuve de grande patience. Oui, aussi. Peut-être, Monsieur Conti, pour rebondir sur les propos de Monsieur El Wajdi, la puissance des collectivités territoriales peut être aussi un grand atout. J'ai voulu être un peu provocateur pour créer de la dynamique, hein, mais c'est pas ma nature intrinsèque, mais je voulais aussi mettre ce curseur là, et je n'ai rien contre le gaffe, bien au contraire. Là, je vais plutôt mettre un curseur très positif, c'est que les collectivités, souvent, ont des marchés à bon de commande. Et grâce à ces marchés à bon de commande, vous pouvez, pour le coup, fournir des acteurs, des majors, TP français ou autres, via la collectivité. Ça veut dire que la collectivité a sur 2-3 ans un marché à bon de commande avec une entreprise qui a gagné un appel d'offres sur une durée. Et à ce moment-là, je conseille toutes les startups d'aller voir les services achats comme vient de décrire M. El Wajdi et la collectivité pourra indiquer aux grands groupes ou aux moyens groupes qui ont un marché à bon de commande de mettre la technologie de la startup. Et ça, je tiens à remercier très officiellement l'ensemble des syndicats d'énergie qui sont regroupés par la FNPCR, qui s'adressent à tout ce qui est énergie, économie circulaire, le numérique, bref. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, c'est l'énergie, c'est l'éclairage public. Et bien, grâce aux syndicats d'énergie qui sont en général au niveau départemental, désormais, ils se sont beaucoup regroupés, voire même régional. On a eu accès à la commande publique grâce aux syndicats. Et on est vraiment autour de cette table ronde de les remercier parce que c'est un acteur de l'achat public très dynamique et très ouvert et très à l'écoute des startups. Donc, une demande, je l'ai déjà dit, je la reformule pas par rapport aux achats. Et un conseil, aller au syndicat. Alors, pour les gens qui sont au syndicat de l'eau, dans l'énergie, au syndicat de l'énergie, il y a énormément de syndicats et c'est souvent le département ou la métropole. C'est en général, quand il y a une grande métropole, c'est la métropole qui a la compétence. Dans les territoires ruraux, ce sont les syndicats. Et là, un seul conseil, c'est d'aller dans cette direction. Merci beaucoup. On va passer à une deuxième question. Donc, si je résume, on peut aller voir les acheteurs en direct, mais passer en indirect en termes de ce qu'on appelle en rang 2 de marché déjà en exécution, c'est aussi une bonne solution pour être gagnant sur les. Tout à fait. Alors, la deuxième question, effectivement, c'est on nous interroge pour savoir s'il y a des initiatives du type Retex, retour d'expérience, d'échange entre collectivités pour acculturer les services achats plus ou moins frileux ou plus ou moins connaisseurs du décret de nos. Voilà, donc la question était dirigée soit à Hélène Roulier, soit à Moustapha El Wajdi. Alors, j'y ai répondu sur le chat. Effectivement, nous, on a un groupe de travail achat à France Urbaine où on se réunit régulièrement. Et là, en fait, on diffuse nos retours d'expérience à nos collègues des grandes métropoles de France, qui sont adhérents en fait à France Urbaine. Ça permet justement de diffuser l'information et de dédramatiser et un peu d'acculturer les collègues qui sont encore frileux sur la thématique. Et Hélène, est-ce que vous avez des trucs et astuces pour pouvoir motiver l'acheteur ou la chaîne achat public sur les sujets innovants? Comme ça, je vous dirais, n'hésitez pas à expérimenter des solutions. Ça permet aussi de se dire qu'il y a des petits acteurs qui peuvent apporter des solutions, soit des plus petits acteurs, mais qui ont des solutions pertinentes, soit potentiellement les accompagner parce que peut-être qu'un appui juridique, ça peut être pertinent, leur donner peut-être plus à voir ce qui est possible. Encore une fois, je disais que en interne, je pense qu'il y a peut-être de la sensibilisation à faire, de la direction peut-être innovation ou d'avoir des référents innovation peut-être dans les directions achats. En tout cas, moi, je n'ai pas forcément connaissance des groupes d'échange entre collectivités, mais je trouverais ça super intéressant. Voilà, que la métropole de Bordeaux, par exemple, qui a recours à cette modalité-là, puisse effectivement
faire de l'échange et en fait de la montée de la culturation à ces modalités. Je pense que c'est très important et effectivement, voilà, on a un exemple ici de projets qui réussissent plutôt bien. Donc, voilà, nous, s'il y a besoin d'accompagner la ville de Paris là-dessus et d'organiser une rencontre avec la métropole de Bordeaux, par exemple, je pense que ça peut tout à fait se faire. Avec plaisir. Ok. Il nous reste à peu près 5 minutes et on a une autre question. Donc, innovant, est-ce que les outils numériques sont inclus? Je repasse la parole à Mustapha, alors, l'acteur du débat. Alors nous, ce qui est important pour nous, c'est parce que souvent le numérique est associé à l'innovation. Donc nous, 90% de nos achats, c'est pas du numérique. Hein. Il y a de tout, parce que l'innovation, elle est large. Hein. Ça peut être une innovation, comme je vous l'ai dit, technique, environnementale, sociale. Le spectre, le faisceau d'indices est large. Hein. Donc il y a des innovations de rupture, des innovations d'usage. Donc l'innovation, le décret de Noël, hein, il est très très large dans son appréciation. Et nous, on a des achats. Le numérique, on va avoir quelques achats innovants dans le domaine du numérique, mais ce n'est pas la majorité de nos achats. Voilà. Vous avez vu hein, quelques exemples. On a les masques biosourcés, par exemple. On a le développement d'une graine, d'une semence, voilà, pour le végétal. On a un développement de stockage intelligent pour le mix énergétique. On va avoir de la innovation, notamment d'usage, avec du broyage de déchets chez le particulier. Donc, vous voyez, il y a différentes typologies d'innovation. Voilà. Donc, c'est pas restrictif au numérique, en fait. Hein. Mais du coup, le numérique n'est pas exclu non plus. Il n'est pas exclu, mais justement, on ne voulait pas aussi que les services pensent que c'était destiné uniquement au monde du numérique. Exactement. Voilà. Merci. Autre question Il reste une question et avant, je me permets un teasing pour annoncer les 2 tables rondes suivantes à 10h10 et 11h10. Donc, il y a 2 tables rondes en parallèle. C'est la Green Tech, fer de lance de la réindustrialisation avec la French Tech, BPI France et Innovafid et Riol. Et la Green Tech s'empare de la lutte contre l'artificialisation des sols avec nos collègues de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, le CEREMA, CARMAP, Avinéon et l'IGN. Voilà. Donc, la dernière question, c'est tout simple, en fait, c'est est-ce que le décret achat public innovant va être prolongé? Alors, moi, je suis comme tout le monde, hein, j'ai lu le rapport qui est plutôt positif, bon, à mon avis. Hein. On espère, nous, qu'il sera renouvelé parce que c'est un champ d'expérimentation qui est c'est un outil d'expérimentation qui est très intéressant. Bon, à mon avis, il sera prolongé, mais bon, on attend, hein, c'est pas nous qui avons la décision, mais on espère fortement que ça puisse être prolongé pour poursuivre les expérimentations et faire accéder à la commande publique des PME, des startups innovantes, des nouvelles entreprises. Voilà, c'est important pour nous d'avoir des outils qui nous permettent d'expérimenter. Là, justement, je vais sortir de mon côté neutre. Effectivement, on espère tous que le décret soit prolongé ou rentrer directement dans les dispositions du code, hein, ou sous cette forme ou sous une autre. Hein, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, à date, on n'a pas ce retour. Donc, en fait, il est avec une fin programmée à la fin d'année de cette année, fin décembre. Voilà. Donc, on espère tous. Très bien. Je propose, il nous reste 2 minutes, que chacun passe 30 secondes pour dire le dernier mot qu'il n'a pas eu la chance de dire sur le thème de la table ronde, hein, Startup collectivité ou PME collectivité, un binôme gagnant et le verdissement des territoires. Allez, honneur à Hélène. 30 secondes. 30 secondes pour redire qu'effectivement, nous, on croit très fortement à ce travail en commun et aux synergies à créer entre justement les collectivités et les startups, en tout cas les acteurs qui font de l'innovation, de l'importance de les mettre en relation, de les faire se connaître, de les faire travailler ensemble, d'expérimenter évidemment, de tester avant de généraliser, de faire évoluer s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour effectivement bien correspondre aux besoins et aux attentes des acheteurs, qu'il existe des leviers pour le faire, que
ce soit des modalités d'achat, que ce soit de la bonne intelligence et du bon fonctionnement de la communication en interne. Et puis, voilà, de permettre effectivement, sans refaire l'histoire des marchés publics, mais d'injecter des critères d'innovation, des critères de performance, des critères d'engagement social et environnemental dans ces marchés. Ça peut aussi être un petit coup de pouce. Et voilà, il y a plein d'acteurs qui font de belles choses et il faut leur permettre de travailler avec des collectivités. Du coup, le mot de la fin pour les collectivités. Alors moi, je fais un appel en fait aux entreprises, notamment dans le cadre de l'économie circulaire, parce qu'on a des enjeux dans le cadre du décret de la loi AGEC. Toutefois, il y a tout à faire. Beaucoup de filières aujourd'hui n'existent pas. On nous a affiché des pourcentages, mais on ne peut pas les tenir tant que les filières n'existent pas. Et les filières, ce sont les entreprises qui vont les créer, les développer. Donc, on compte beaucoup aussi sur l'esprit d'innovation, justement venant des entreprises, dans le cadre notamment de l'économie circulaire, pour pouvoir nous acheter dans de bonnes conditions et atteindre nos objectifs en termes de réemploi, en termes d'achat de produits issus du recyclage, etc. Il y a beaucoup de chemin à faire et l'innovation viendra tout le temps de l'entreprise. François, il reste une seconde si. Non, c'est terminé. Normalement. On ne vous entend pas, François. Ah oui. Moi, j'entends Hélène. Oui, vous m'entendez? Ah oui, là, on vous entend. Très bien. En conclusion, les dernières élections municipales, les dernières élections territoriales ont mis tous les sujets Green Tech au cœur des sujets, quels que soient les bords politiques. On est vraiment au cœur des problématiques des citoyens et des collectivités qui les représentent. Et le prochain salon des maires, c'est le premier salon élection, puisque l'an dernier, en raison du Covid, n'a pas eu lieu. Donc, j'invite toutes les startups à aller au salon des maires. Je crois que la Green Tech aura un stand et d'aller rencontrer les élus, fraîchement élus, au prochain congrès des maires, soit avec un stand, soit en tant que visiteur. C'est là que ça va se passer. Déjà, vous faites le tour de France, métropolitaine et outre-mer, à la porte de Versailles en 3 jours. Et Lumine aura un stand et vous êtes les bienvenus pour venir nous saluer. Merci beaucoup. Super. Merci.